du Festival du documentaire engagé dans les Amériques, grâce à différents partenariats que vous pourrez retrouver aux autres de notre programme. Et puis évidemment un partenariat avec le cinéma dans lequel on se trouve aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui de vous présenter cette première édition du Festival du documentaire engagé dans les Amériques. J'en profite pour aussi en tout cas vous informer que chaque soir jusqu'à dimanche, on aura différentes projections de courts-métrages et de longs-métrages. Donc vous êtes évidemment les bienvenus. Et d'autre part, ce festival de cinéma a lieu en parallèle du congrès de l'Institut des Amériques qui commencera demain et qui dure jusqu'à vendredi soir. Pour la petite note, l'Institut des Amériques, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui vise à promouvoir la recherche pluridisciplinaire sur les Amériques. Et dans ce cadre-là, donc, le festival a été organisé. Donc, il est porté par une équipe qui se compose de Marianne Bloch-Robin, Angélique Saverino et Véronique Pugivet, ainsi qu'un jury de doctorantes. Vous pourrez d'ailleurs découvrir les courts-métrages qu'on a sélectionnés jeudi soir. On a aussi tenu un blog et publié des articles en amont sur les différents documentaires qu'on va visionner cette semaine. Vous pouvez retrouver l'adresse du blog derrière le programme. Il y a des entretiens, des articles un peu plus analytiques, d'autres plus sur le contexte. Enfin voilà, vous pouvez explorer à votre guise ces différentes informations. Pour revenir sur la thématique du documentaire engagé, l'objectif était à la fois de trouver des documentaires qui soient soit des courts-métrages, soit des longs-métrages, mais qui traitent toutes de la thématique, des thématiques en tout cas qui préoccupent les Amériques, des thématiques qui relèvent à la fois des problématiques sociétales, environnementales, politiques, mais aussi qui proposent des solutions, des formes d'engagement et qui ne nous laissent pas sur une forme d'amertume finalement face à certaines situations. Et justement, ce soir, on a la chance de projeter le documentaire de Loïc Dars, La fin des terres. Alors, pour la petite note, c'est la première internationale de ce documentaire, donc vous êtes les heureux élus. Et pour justifier le choix de cette projection, le documentaire de Loïc Dars, il a une forme innovante, sans trop en dire sur son contenu, mais en tout cas, il traite de façon expérimentale et créative une question politique qui préoccupe la zone québécoise. Enfin, je vais laisser cette description justement à notre intervenant et d'abord à Alice qui va présenter le débat qui aura lieu ensuite. Bonsoir. Donc pour introduire le film La fin des terres, nous avons l'honneur de pouvoir accueillir Monsieur Serge Jaumin, qui est diplômé de l'Université d'Ottawa et de l'Université libre de Bruxelles, qui est professeur ordinaire d'histoire contemporaine à l'Université de Bruxelles. Il co-dirige également Americas, le centre transdisciplinaire d'études des Amériques, et il préside le Brussels Studies Institute. Et il est également membre du conseil scientifique de l'Institut des Amériques et du comité de rédaction de la revue électronique IDEAS. Enfin, à ses recherches actuelles, elles portent principalement sur l'histoire de l'immigration francophone en Amérique du Nord. Et il sera avec nous, il va nous introduire, il va nous expliquer un petit peu pour qu'on puisse saisir tous les enjeux du documentaire. Il va nous introduire un petit peu la situation, le contexte canadien contemporain. Donc je vous laisse la parole, Monsieur Jaumin. Voilà, mais merci beaucoup aux organisatrices, à l'ensemble des organisateurs pour ce festival en fait du film. Donc comme on l'a dit, je suis historien. Alors je ne vais pas vous présenter réellement le film, vous allez le découvrir. C'est un film qui a effectivement été réalisé par un tout jeune cinéaste québécois. Alors juste un petit mot pour bien comprendre ce que vous allez voir. Alors sans trop dévoiler l'ensemble du film, vous allez voir un certain nombre de témoignages, en réalité 17, de Québécoises et de Québécois, mais de jeunes Québécoises et Québécois, et qui vont en quelque sorte expliquer comment ils voient le Québec aujourd'hui. C'est une succession donc de témoignages, mais ce qui est particulier, c'est que ces jeunes n'ont pas voté, ou parfois n'ont pas connu,
le dernier référendum, celui de 95. Alors ce référendum est juste un tout petit élément de contexte pour que vous compreniez bien. Je pense que bon, la plupart d'entre vous connaissent bien ou un peu le Québec. Ce référendum a été un moment extrêmement important puisque 4 500 000 Québécois étaient appelés à se prononcer sur un projet d'indépendance du Québec, et le non l'a emporté par un peu plus de 50 000 voix. Donc sur 4,5 millions, vous voyez l'importance, donc on était à 50, quelques pourcents. Et ce référendum est évidemment très important. Historiquement, il rappelle un autre référendum qui a eu lieu, lui, en 1980, le fameux premier référendum québécois piloté par René Lévesque, et qui, lui aussi, avait vu une victoire du non, mais à près de 60% à ce moment-là. Alors, sans refaire toute l'histoire, pour bien comprendre le contexte, à partir des années 60, le Québec a connu une évolution extrêmement rapide, avec l'arrivée au pouvoir notamment des libéraux, au Québec, du Parti libéral. Et à partir de ce moment-là, on a eu ce que l'on a appelé la Révolution tranquille, un nom qui a été donné par un journaliste anglophone, Quiet Revolution, et qui a été repris en français. Et en fait, à un moment, à partir des années 60, le Québec s'est totalement transformé, décléricalisé, peut-on dire, donc un autre rapport à la religion, un autre rapport aussi au nationalisme, qui jusque-là avait été un nationalisme très traditionnel. C'est l'émergence du Parti québécois, né en 68, et qui va remporter les élections en 76, avec à sa tête René Lévesque, et c'est un nationalisme, on pourrait qualifier d'un nationalisme de gauche, qui se développe à partir de ce moment-là, très intéressant, et petit à petit, le mouvement va prendre de l'ampleur, jusqu'à conduire à ce référendum que le Parti québécois espérait très clairement gagner. Il le perd même assez nettement, 60% non, je vous le disais, mais ça marque clairement les esprits. Alors à partir de là, on va se trouver dans une situation très particulière au Canada, dans le sens où dès l'échec de ce référendum, le gouvernement central fédéral, qui est piloté à ce moment-là par Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin, l'actuel Premier ministre, va rapatrier la Constitution du Canada, qui se trouvait toujours en Angleterre, et avec l'accord de toutes les provinces, sauf du Québec. Alors il y a cette particularité, c'est que le Québec a voté contre l'indépendance, mais en même temps, il n'accepte pas de rentrer en quelque sorte dans le giron constitutionnel. Et on peut dire que depuis ce moment-là, on essaie de trouver des solutions à la situation du Québec. Il y aura plusieurs tentatives, dont un autre référendum dont on va parler ici, le référendum de Charlottetown, qui est là un référendum qui s'étend à l'ensemble du pays et qui tente encore une fois de trouver une solution, mais une nouvelle fois les propositions sont rejetées par les Québécois. Alors ce qui est intéressant à souligner, c'est que en quelque sorte, le référendum de 95 a été une sorte de sommet. Certains s'étaient dit que on allait progressivement, puisque on avait presque, le oui l'avait presque remporté, que le prochain référendum serait un référendum gagnant. Ceci en se référant à une parole restée célèbre de René Lévesque après le référendum de 80, très triste, René Lévesque s'adressant à la foule, disant « Si je vous ai bien compris, vous me dites à la prochaine fois ». Et c'est un petit peu cette image-là que l'on a eue en 95, en tous les cas dans les mois, dans les années qui ont suivi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, quand on a une jeunesse qui n'a pas connu ces grands débats, eh bien, on voit que cette jeunesse est marquée par d'autres éléments.
des sondages récents ont montré que l'indépendantisme en soi ne faisait plus recette, mais par contre qu'il y avait toujours un fort attachement à l'identité québécoise, c'est ce que l'on va voir ici, et que d'autres thématiques apparaissaient, comme notamment bien sûr les questions environnementales, mais aussi, on va le voir ici, les questions des autochtones. Alors, je ne vous en dirai pas plus, simplement les personnes que vous allez entendre, ce sont de jeunes Québécois, je dirais très cultivés, vous allez vous en rendre compte, ce sont des universitaires qu'on ne voit pas, qui sont présentés uniquement par leur prénom, mais qui donnent ainsi une image d'une certaine jeunesse québécoise. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, on peut en discuter par la suite, mais je tenais simplement à vous donner ces quelques éléments de référence, parce que vous allez voir qu'on va faire régulièrement référence à des débats qui ont eu lieu au cours des dernières années. Voilà, je vous souhaite un très bon film, et on se retrouve après pour une